temps avec le national, avec le régional et avec les départements limitrophes. Et ça, je pense que c'est ce qui fera notre force dans l'avenir. Et comme tu parlais de notre président national, et ben justement, il est là avec nous, il nous rejoint actuellement. Donc merci encore Sam, mais ben, désolé, on laisse la place maintenant au président national François Asselin. Si François nous entend, il Oui, est là. bonsoir Samuel, bonsoir Grégory. Bonsoir. Non, non, je suis content d'abord, je suis content de vous avoir vu, hein, mais je suis comme Samuel, ça sera encore bien mieux quand je viendrai vous serrer la main, faire la bise et boire un coup. Voilà, ça arrivera un jour, hein, faut pas désespérer. Écoute, Grégory, alors je sais pas comment tu veux qu'on se passe les choses, mais je peux faire quelques mots introductifs. Je pense Et qu'effectivement, puis, tu es à même d'avoir une position sur ce qui se passe actuellement et tu es le premier informé. Et je te remercie d'ailleurs pour les informations qui nous reviennent d'ailleurs du national des régional. Et on a que des retours vraiment positifs à la fois des positions que tu prends et de la voix que tu portes au niveau national. Et puis aussi sur l'organisation interne où justement l'information a été très très bien perçue par nos adhérents et on a été vraiment à leur côté en permanence. Donc voilà, je te laisse faire un point peut-être ok. là-dessus. Très bien. Eh bien, écoute, Grégory, ben moi aussi, j'ai des félicitations à te faire et à faire à Samuel aussi, parce que j'étais en audition à l'Assemblée nationale la semaine dernière, et avant que je n'ouvre la bouche, il y a des parlementaires, et dont un de ta région, qui a souligné la qualité d'investissement des CPME territoriales et de leur utilité extraordinaire, en tout cas sur son territoire, mais il n'y avait pas que lui, il y en avait d'autres aussi. Et donc, je tiens à vous renvoyer ces félicitations parce que d'abord, ça m'a fait extrêmement plaisir, parce que quand on parle en bien de la CPME, eh ben, bien évidemment, le président national est flatté aussi. Et ça m'a fait d'autant plus plaisir que ça vient vraiment du terrain. Et puis, ben, c'est dans ces moments-là où on doit savoir pour qui et pourquoi on se bat. Et Samuel, et toi Grégory en particulier, eh bien, vous le faites très bien, chacun à votre niveau, et soyez-en remerciés. Alors, lorsque ce grand bazar a commencé, hein, l'épidémie, la première chose que je me suis dite, il va falloir qu'on définisse une stratégie claire, simple, directive, portée par la CPME. Et là, on a tout de suite eh bien, mis en place un sorte de triptyque. Il faut d'abord protéger nos salariés, il faut protéger l'entreprise, la personne morale, et protéger l'entrepreneur, la personne physique. Et finalement, ce plan stratégique qu'a déroulé la CPME, eh bien, le gouvernement se l'est, entre guillemets, l'a adopté lui-même. Et on a vu, au fur et à mesure où on avançait dans l'épidémie, évoluer les différents dispositifs. Alors, protéger les salariés, bien évidemment, la première des protections, elle est physique. Et bien souvent, je l'ai expliqué à l'exécutif, je l'ai expliqué au président de la République lui-même, à Muriel Pénicaud. Je dis, mais si nos salariés, comme tous les Français, n'ont pas de protection physique, eh bien, pas de masque, pas de travail. On ne va pas mettre au travail avec un couteau dans les reins nos salariés, quand bien même on aurait le droit de leur imposer le travail, on ne s'opposera pas sans protection pour eux, eh bien, au fait qu'ils manifestent un droit de retrait. Donc, cette question des masques était vraiment incontournable et essentielle pour bien comprendre que c'est bien de rester chez soi, rester aux abris surtout. C'était un message qu'on a tous reçu 5 sur 5. Mais quand 8 jours plus tard, on dit ben, il faut continuer à travailler, ben oui, mais protégez-nous. Donnez-nous les moyens de nous protéger. Hein. Et il y a eu beaucoup d'entre nous qui ont même été extrêmement généreux parce que les masques qu'ils avaient disponibles, ils sont allés très justement les porter à ceux qui en avaient le plus besoin, à savoir les personnels de santé. Hein. Protéger les salariés, c'est aussi les protéger économiquement. Et là, il faut bien dire que le système de chômage partiel, malgré au départ les problèmes de réglage administratif qui étaient très compliqués, hein, eh bien, c'était un système qui a protégé près de la moitié de l'emploi salarié du secteur marchand. Finalement, il n'y a jamais eu autant de fonctionnaires en France, hein, puisque la moitié du secteur marchand est payé par la collectivité à travers du dispositif du chômage partiel. Et là, ça a permis à beaucoup de nos salariés de continuer à avoir une rémunération, certes dégradée, hein, 84% du net, sauf pour ceux qui sont au niveau du SMIC. Mais en attendant, on ne les a pas mis dans la misère. Regardez ce qui se passe, entre autres, aux États-Unis. Donc ça, il faut le souligner. La France prend soin de ses enfants. Hein. Concernant les entreprises, eh bien là, vous avez finalement deux catégories d'entreprises. Vous avez celles qui ont subi
un arrêt administratif où vous n'avez pas le droit d'ouvrir parce que la préfecture, donc l'État, vous demande de rester fermé. C'est le cas, entre autres, de tout ce qui touche la restauration. Et là, il y a eu un plan spécifique qui a été annoncé par le gouvernement. Je vais vous en reparler, hein. Et puis, vous avez toutes les autres entreprises. Et là, on peut constater que si les mesures ont quand même été bien ciblées, hein, je pense au PGE, je pense au report de charges, en attendant, ce ne sont qu'un tas de sable, ce n'est qu'un tas de sable que nous avons poussé devant nous et à un moment ou à un autre, il faudra bien le traiter, ce tas de sable, hein. Ce sont des avances qu'il faudra soit rembourser, soit un prêt qu'il faudra lui aussi rembourser. Et là aussi, nous travaillons à des éléments qui nous permettraient d'éviter d'avoir ce fardeau qui, pour beaucoup d'entre nous, de toute façon, ne sera pas remboursable. N'oublions pas que la fiscalité ne s'arrête pas et qu'à partir du mois de septembre, vous allez recevoir vos appels de CFE à payer pour le 10 octobre. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge par rapport au soutien dont ont besoin les entreprises. Mais les mesures ont été mises en place relativement rapidement et ont évolué au fur et à mesure de l'évolution de la crise. Parce que, un petit flashback, au départ, quand le président de la République prend la parole en disant il faut rester chez soi, eh bien, on se disait allez, il y en a pour une semaine et demie, et puis il y en a pour 3 semaines, et puis au bout de 15 jours, oh là, on s'est dit il y en a pour un mois et demi. Et puis au bout d'un mois, quand le Premier ministre a pris la parole à l'Assemblée nationale, là, on a compris qu'on en avait pour des mois. Et là, d'un seul coup, eh bien, les aides, il faut qu'elles évoluent et la stratégie aussi, dans nos propres entreprises, vont évoluer parce que là, on a compris qu'on allait devoir vivre et donc travailler avec ce virus pendant de nombreux mois, hein. Et puis protéger la personne physique, le chef d'entreprise. Alors là, vous savez, nous sommes, pour un grand nombre d'entre nous, des TNS, travailleurs non salariés. Alors quand vous avez une fiche de paye, finalement, c'est assez facile de vous faire protéger parce que le statut de salarié est assez facile à contourner. À appréhender, lorsque vous êtes travailleur non salarié, eh bien là, c'est une autre paire de manches. Et donc, c'est mis en place le fonds de solidarité avec un deuxième pilier. Le premier pilier a évolué aussi, on a fait élargir l'assiette pour que un maximum d'entre nous puissent y accéder aux 1 500 € automatiques. Il faut quand même en faire la demande. Sur le deuxième pilier, ça ne fonctionne pas comme il faudrait. Et ce matin, j'ai demandé à Bruno Le Maire, et il m'a dit qu'il était d'accord, donc il va se battre pour, j'espère qu'on va gagner ce combat, eh bien pour faire évoluer l'accès au deuxième pilier. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que le deuxième niveau, si vous n'avez pas de refus de votre plan garanti par l'État, vous n'y accédez pas. Donc, il faut élargir l'assiette, ça me paraît indispensable. Et Bruno Le Maire s'est engagé à faire en sorte que l'exécutif arbitre dans ce sens. J'espère que nous gagnerons ce combat. La CPME, dans tout cela, est restée au contact de l'exécutif. Et quand vous avez vu l'évolution des différents dispositifs, eh bien, sachez que bien souvent, c'était votre président et ses mandataires qui étaient autour de la table dans les différentes conférences que nous avions avec les différents ministères ou parfois avec le président de la République en direct ou le Premier ministre. Il y a eu un combat que nous avons gagné, qui était un combat énorme concernant la responsabilité des chefs d'entreprise. Dès le départ, je m'étais positionné dans le débat en disant attention, il y a un vrai sujet. Lorsqu'il s'agit d'un risque professionnel qui touche notre métier, on sait l'appréhender, on peut le comprendre, on peut l'anticiper donc. Mais là, franchement, nous ne sommes pas professionnels de santé, c'est un risque sanitaire. Quand bien même je mets en place dans mon entreprise tous les moyens de protection individuelle et collective pour éviter l'épidémie, si je ne peux pas garantir qu'un de mes salariés, voire peut-être même un client, n'attrape pas le Covid-19 dans le cadre de son travail. Et donc, si le droit du travail, eh bien, c'est une obligation de moyens renforcés, il reste à côté de cela le droit pénal qui expose d'une façon extraordinaire les chefs d'entreprise, mais pas que. Vous avez vu les maires aussi qui d'un seul coup se sont réveillés. Et j'aime mieux vous dire que la CPME était derrière tout cela, hein. Et il y a eu un compromis qui a été trouvé entre le Premier ministre et le Sénat. Et la CPME et votre premier serviteur étaient au centre du débat pour faire en sorte que nous arrivions à trouver un compromis qui aujourd'hui n'est pas aussi puissant que j'aurais aimé, hein, parce que le premier article porté par le Sénat était encore plus puissant, mais quand même, hein. Aujourd'hui, eh bien, si vous avez mis en place dans votre activité les mesures de protection individuelle et collective, donc les mesures barrières, souvent accompagnées par un guide des bonnes pratiques métiers professionnels,
Eh bien, si on vient vous rechercher en responsabilité parce que quelqu'un aurait attrapé le Covid-19 dans le cadre de son travail, il sera quand même très difficile au juge de vous emmener sur le champ du pénal. Pourquoi? Parce que la loi maintenant dit qu'il faut prendre en compte la connaissance que vous aviez à l'époque de l'épidémie, c'est-à-dire que si le 17 mars, vous n'aviez pas de masque parce que vous n'étiez pas en possibilité de vous approvisionner, on ne peut pas vous en tenir rigueur, absolument pas, parce que sachez qu'il y a eu des entreprises qui font du service à la personne, qui ont continué le service à la personne. Il faut bien aller faire la toilette des personnes âgées chez eux lorsque vous avez un contrat pour le faire. Eh bien, certaines de ces entreprises, il y a beaucoup de nos adhérents dans ce champ-là, eh bien, n'avaient pas les protections. Fallait-il qu'ils arrêtent d'aller faire les soins aux personnes âgées? Ils y sont allés tout à fait naturellement. Ça serait quand même incroyable que maintenant, ils se fassent accrocher pénalement parce qu'ils n'avaient pas de quoi protéger leurs salariés. Eh bien ça, on l'a évacué. C'est une énorme bataille et ça ne sera pas fini parce que je pense que c'est ce que j'appelle souvent, ce que je qualifie le principe de précaution qui se transforme en principe d'inaction. Hein. Or, eh bien, nous avons besoin d'être en mouvement, d'être en action pour tout simplement entreprendre avec bien évidemment la juste protection que nous devons avoir vis-à-vis de nos salariés et puis aussi de nos clients. Voilà, c'est de cela dont il s'agit. Hein. Alors, il y a certains d'entre nous, hein, des mandataires, qui ont fait un travail aussi extraordinaire et je tiens très sincèrement à les remercier du fond du cœur. Il y a eu le CPSTI. Le CPSTI, c'est la caisse complémentaire de retraite des indépendants. Hein. Elle est présidée par une d'entre nous, c'est Sophie Dupré, hein, qui est de la CPME. Elle est présidée au niveau national, puisque vous avez aussi des caisses régionales. Eh bien, elle a fait voter d'une seule voix l'ensemble du conseil d'administration pour qu'une aide allant jusqu'à 1 250 €, c'est un plafond, suivant ce que vous avez cotisé, puisse être versée directement aux indépendants qui dépendent de cette caisse. Donc, CPSTI, c'est l'ancien RSI. Vous voyez, quand la présidence eh bien, tombe dans les bras de la CPME, d'un seul coup, on s'en occupe de la bonne façon. Et Sophie s'en est occupée. Voilà. Il y a eu un bras de fer assez étonnant avec Gérald Darmanin, qui a accepté de libérer, mine de rien, 1 milliard d'euros que nous avions dans les réserves du CPSTI. Et tenez-vous bien, nous versons ce milliard d'euros sans que nous touchions en quoi que ce soit au droit à retraite des retraités actuels et des cotisants actuels. Donc, c'est complètement l'argent des indépendants qui a été réorienté vers les indépendants. C'est le fruit de leur cotisation. Il faut le souligner. Nous n'avons pas fait n'importe quoi, c'est extrêmement responsable. Et maintenant, avec Sophie, on se bat pour que les cotisations qui n'ont pas été appelées au mois de mars, au mois d'avril et j'espère au mois de juin, ne soient pas appelées d'ici la fin de l'année. En clair, qu'on regarde en 2021 quels auront été vos revenus en 2020 pour réactualiser ou pas vos cotisations de 2020. Hein. Je ne voulais pas qu'à partir du mois de juin, du mois de juillet, eh bien, vous vous retrouviez avec un appel à cotisation qui soit augmenté de ce que vous n'avez pas cotisé sur le mois de mars, avril et mai. Donc, nous sommes, je l'espère, en train de l'obtenir. En tout cas, ça va être voté demain, je l'espère, en conseil d'administration. Et puis, autre endroit où nos mandataires font un travail magnifique, vous avez la GIRC Arco, hein, et la partie sommitale, où vous avez Bernard Morvan, qui est l'un des nôtres, c'est un adhérent de la CPME, a réussi à faire voter le conseil d'administration, il y a les partenaires sociaux, à une aide pour ceux qui ne sont pas travailleurs non salariés, qui peuvent être gérants minoritaires ou qui peuvent être mandataires d'une SAS. Ils sont aussi nombreux. Ils n'étaient pas concernés au départ. Hein. Eh bien, aujourd'hui, ils peuvent bénéficier d'une aide de 1 500 €. Alors là, par contre, il faut en faire la demande. Les CPME territoriales, normalement, doivent avoir les modalités. Si vous ne les connaissez pas, elles vont vous les communiquer. Ça, c'est une autre victoire de la CPME. Autre champ aussi où nos mandataires ont fait du boulot. Vous avez des CARSAT en région. Eh bien, vous avez une partie sommitale dans les CARSAT. Et là, les mandataires de la CPME ont fait voter une aide directe à hauteur de 50% des investissements que vous pouvez avoir besoin pour protéger collectivement ou individuellement vos salariés. Dans les entreprises jusqu'à 50 salariés, je ne suis pas concerné, j'ai plus de 50 salariés. Donc, vous voyez, je ne me bats pas que pour moi. Hein, mais ce n'est pas grave, j'en suis très heureux. Hein. Donc, si vous avez une dépense jusqu'à hauteur de 10 000 €, vous pouvez avoir une subvention de 5 000 € qui paiera le gel, les masques, les plexiglas, bref, tout ce que vous avez besoin pour protéger individuellement et collectivement vos salariés ou vos clients. Et même
ce qui est remarquable, c'est que cette aide peut être dirigée vers l'indépendant qui n'a pas de salarié. Donc l'indépendant, pour sa propre protection, peut être aussi subventionné. Voilà ce que sont les combats menés et certains gagnés par la CPME. Autant vous dire que moi tout seul, sans vous, je ne gagnerai pas ces combats. Et lorsque vous avez des parlementaires qui me félicitent pour l'action territoriale de la CPME, eh bien ça pèse énormément dans la balance. C'est ce qui permet de faire du lobbying intelligent. Quand ça vient du terrain et que ça remonte là-haut, j'aime mieux vous dire, c'est extrêmement puissant. Donc il faut continuer à bien travailler comme on le fait tous ensemble. C'est très important pour nous tous et pour ceux que nous défendons, les entrepreneurs et leurs entreprises. Maintenant, on va se retrouver dans une actualité qui est comment redémarrer sans bouffer la grenouille. Je m'explique. On sait que nous avons des contraintes majeures avec des coûts directs et des coûts indirects. Les coûts indirects, c'est lorsqu'il faut contingenter la clientèle. Et demain, si un restaurant doit ouvrir avec 50% de ses capacités, aura-t-il un modèle économique qui pourra tenir la route? Ah, peut-être que rester fermé, finalement, c'est moins dangereux que d'ouvrir. Vous avez dans l'industrie, vous avez dans la construction, je suis bien placé pour vous en parler, eh bien, de telles contraintes que travailler ne permet pas de couvrir vos frais. Donc, il faudra adapter l'outil économique, enfin l'outil de l'entreprise. Et donc, ce que nous demandons, c'est qu'au-delà des secteurs qui subissent une fermeture administrative, nous ayons un plan de soutien global et massif pour l'ensemble des acteurs économiques du secteur marchand. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, les aides dont nous avons bénéficié, c'est un tas de sable que nous avons passé devant nous. Qu'en sera-t-il quand dans un an, il faudra rembourser un prêt garanti par l'État et que nos modèles économiques, que nos entreprises auront été rincés par cette crise? Donc il faut continuer, et c'est ce sur quoi nous travaillons en ce moment à la CPME, pas sur un plan de relance, mais sur un plan de soutien et d'investissement pour faire en sorte que nous puissions tous rester en vie et rebondir. Et ce matin, Bruno Le Maire, la semaine dernière, a annoncé, vous savez, le plan spécifique au tourisme. Et ce matin, j'ai interpellé Bruno Le Maire pour lui dire, écoute, c'est très bien, mais le tourisme, c'est quoi? Est-ce que les terrains de camping sont concernés? Il m'a dit oui, ils sont concernés. Est-ce que les casinos sont concernés? Est-ce que le thermalisme est concerné? Et puis, vous savez, vous avez des entreprises de propreté, par exemple, qui ne travaillent que pour les hôtels. Sont-elles concernées? Eh bien non. Donc, quand on parle d'un secteur et des secteurs périphériques, je crois que ça va être très compliqué eh bien, de faire en sorte de répondre aux attentes de toutes les entreprises. Et moi, ce que je vais proposer, ce que je vais porter au nom de vous tous, c'est que, bien, prenons les critères d'accès au fonds de solidarité. Et si vous avez une baisse d'activité, par exemple, de 50% sur cette période de confinement, ou de 70% par rapport à l'année dernière au mois de mars, eh bien, que vous accédiez aux mêmes aides que les secteurs qui ont eu une fermeture administrative. Je sais que ce que je suis en train de dire peut avoir un impact très important sur les finances de l'État. Mais vous savez, si on ne s'en sort pas, si on ne nous accompagne pas, comment la France pourra-t-elle rebondir? 99% du tissu économique, c'est des gens comme nous, c'est des PME, des TPE. Donc, si on ne veut pas que les territoires demain soient complètement un désert économique, il faudra bien, j'ai bien entendu le président de la République, quoi qu'il en coûte, eh bien faire en sorte que ceux qui ont un modèle économique qui aurait été viable dans une situation normale, eh bien continuent à être viables. Je pense entre autres, et tu es concerné Grégory, par l'événementiel. Je suis sûr que tu n'as aucune visibilité encore aujourd'hui. Et je vois comment c'est compliqué, nous qui travaillons à Impact PME pour novembre 2020, eh bien, on s'aperçoit qu'aucun, entre guillemets, de ceux qui nous accompagnent, à savoir les sponsors, ne peuvent nous répondre. Comment fait-on pour organiser les choses? Et d'un seul coup, je me dis, mais comment font les traiteurs? Comment font les boîtes de communication? Comment font ceux qui vivent de l'événementiel? Ils n'ont pas une fermeture administrative. Ils ne sont pas victimes d'une fermeture administrative. Ils sont tout simplement un modèle économique qui s'est effondré, qui a disparu. Donc, on aura besoin de vous après. Donc, si on a besoin de vous après, eh bien, il faut que pendant, on continue à soutenir eh bien, tous les secteurs économiques du pays et pas simplement ceux qui sont victimes d'une fermeture administrative. C'est le combat d'aujourd'hui. Alors, Muriel Pénicaud a annoncé aussi la baisse de la prise en charge du chômage partiel à partir du 2 juin. En clair, aujourd'hui, les salariés sont indemnisés à hauteur de 70% du brut
eh bien, et l'entreprise reçoit l'équivalent du 70% du brut. Demain, l'entreprise ne recevra plus que 60% de l'équivalent du brut, sauf toujours pour les mêmes secteurs qui sont victimes d'une fermeture administrative. Là, ils continueront à bénéficier du remboursement intégral. C'est pas 10%, hein. Ça fait le rapport proportionnel entre 60 et 70%, ça fait de l'ordre de 14%, hein, de remboursement en moins. Bon, bah, que voulez-vous? On peut tout à fait comprendre que l'État ne puisse pas soutenir in vitam aeternam l'ensemble des salariés du secteur marchand, hein. Il y a déjà assez de fonctionnaires, hein. Bah oui, là, ça en faisait beaucoup. Malheureusement, nous sommes entre guillemets à la croisée des chemins ou la croisée des choix. Eh bien, beaucoup d'entreprises vont commencer à faire un calcul pour prévoir des plans de licenciement économique. Ça, c'était attendu. Il faut maintenant rester combatif sur l'autre volet, l'apprentissage, la formation professionnelle, pour faire en sorte que ce dont nous avons besoin et dont nous aurons besoin quand ça repartira, parce que ça repartira, hein, eh bien qu'on puisse, entre guillemets, bah, les mettre en formation plutôt que de les mettre au chômage ou encore pire, en licenciement économique, hein. Alors, sur le plan de relance, sur lequel nous sommes en train de travailler, hein, nous avons 3 axes sur lesquels on travaille. Premièrement, nous cherchons à ce que l'investissement aille vers des secteurs qui fournissent beaucoup de main-d'œuvre, hein. Je crois que dans des périodes comme nous traversons, ce qui donne de l'espérance, pas seulement aux entreprises, mais aussi aux actifs, c'est de sentir qu'il y a du boulot, hein. En clair, autant investir dans ce qui va donner du travail plutôt que dans du pouvoir d'achat qui va nous faire qu'on va importer des produits manufacturés en Asie, hein. Donc ça, orientons l'investissement vers les secteurs porteurs de main-d'œuvre. Deuxièmement, hein, faisons que l'investissement est un ancrage territorial. En clair, que l'investissement des territoires et aux territoires, de la nation à la nation, de l'Europe à l'Europe. Voilà, c'est tout simplement avoir du bon sens stratégique, hein. Donc un ancrage territorial, hein, dans notre plan d'investissement. Et puis, troisièmement, eh bien, même si on ne va pas transformer notre pays et l'organisation économique de notre pays du jour au lendemain, soyons intelligents. Faisons en sorte que là où nous investissions, eh bien, que nous ayons un retour sur investissement positif, que ça nous fasse faire des économies pour demain. Un plan massif de rénovation énergétique pour le secteur privé comme pour le secteur public. Ça permettrait de monter, entre guillemets, le niveau des infrastructures du pays, qu'elles soient privées ou publiques. Pensons aussi à la mobilité, que l'investissement dans la mobilité, dans les infrastructures de la mobilité, nous fasse faire en sorte qu'on génère des économies demain. C'est le troisième volet sur lequel on travaille par rapport au plan de soutien et d'investissement. Voilà, chers amis, voilà, cher Grégory, ce que je voulais vous dire ce que nous avons vécu, comment nous nous sommes combattus, ce que je vous dois, hein, grâce à votre action, et puis ce que j'espère obtenir dans les jours, semaines et mois que nous avons encore devant nous. Ça sera compliqué, mais ne soyons pas désespérés. La France, vous savez, aura besoin des profils de ceux que nous sommes, à savoir ceux qui ont cette belle capacité de prendre des risques et donc d'entreprendre. Nous sommes demain et nous sommes déjà aujourd'hui, comme l'étaient les personnels de santé, eh bien nous sommes nous maintenant au front. L'État et le pays a besoin de nous. Merci beaucoup, Président. Merci François pour ce message, à la fois pour les combats qui ont été menés. Et je sais que c'est loin d'être fini. On a effectivement pour l'instant colmaté les brèches et on peut reconnaître que ça a été plutôt bien fait. Il y a eu une belle écoute des services de l'État et ça aussi, il faudra le maintenir. On a découvert qu'on pouvait mettre des dispositifs en place très très vite alors qu'on a souvent souligné la lourdeur administrative de tout le monde et je sais que voilà, on peut le reconnaître, on a nous, en tout cas dans l'Hérault, ça n'a peut-être pas été le cas dans tous les départements, mais travailler en parfaite adéquation avec la Directe, avec la DGFiP, avec la Banque de France, avec la BPI, avec la Fédération des banques, là aussi, on a retrouvé du lien avec les banques. Et je sais que tu mènes aussi un peu le combat auprès des assurances et que ça a fait évoluer beaucoup les choses. Et là aussi, ils sont rentrés dans le jeu. Et je pense par contre à nos petits agents d'assurance locaux qui, eux, sont des indépendants, sont des chefs d'entreprise. Et c'est vrai que c'est à leur groupe qu'on demande de faire des efforts là-dessus. Mais j'ai une pensée pour eux et pour tous les combats que tu as menés. Tu as parlé de l'événementiel et j'attire à nouveau l'attention là-dessus sur ce problème des codes APE et j'en profite de t'avoir en face. Comme tu disais, voilà, il y a des dispositifs qui vont être mis en place spécifiquement pour la filière du tourisme, pour la filière de l'événementiel, pour la filière de la culture, mais qu'est-ce que ça veut dire la filière? Comme tu dis, c'est pas forcément les gens qui ont des fermetures administratives,
mais comme tu as pris l'exemple d'une boîte de nettoyage, mais sur un même code APE, tu as des restaurateurs qui font de la restauration collective et qui ont continué à Eh oui. travailler et il y en a d'autres qui n'ont 0 € de chiffre d'affaires. Moi, je suis en agence de communication. Si je prends mon cas personnel, il y en a plein qui ont continué à travailler, mais moi, je ne fais que de l'événementiel. Donc, comme tu dis, j'ai un carnet de commandes avec rien devant moi sur les prochains mois. Et c'est le cas des taxis. Il y a des taxis qui ont continué à travailler parce qu'ils font du transport médical. Et il y en a d'autres qui sont aux aéroports et forcément, il n'y a plus rien pour eux, etc., etc. Et le problème de ces aides-là, il va falloir se faire très attention. J'ai déjà fait remonter plusieurs fois comment ça va être donné, puisque sur un même secteur et surtout sur un même code APE, il y a des gens qui ont continué à travailler, d'autres qui n'ont plus rien du tout devant eux. Donc ça c'est le premier point. Sur le deuxième point, sur l'événementiel et la culture, on te fera remonter des travaux qui ont été menés par notre cellule de réflexion en partenariat avec la CCI. Et le problème de ce secteur-là, ça va être le temps de réponse et le délai au moment où on va pouvoir appuyer sur le bouton on en disant c'est bon, vous avez le droit de refaire des événements, sauf que des programmations de salons, de congrès, de séminaires, des programmations culturelles, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc une idée qu'on va faire remonter, on va écrire aux députés dans la semaine prochaine. La seule solution pour moi, ce serait d'avoir une garantie de l'État pour une sorte d'assurance annulation qui permettrait à tous les organisateurs et les programmateurs et les producteurs de programmer des choses en réduisant le risque pour eux en cas d'annulation à nouveau. Et je pense que ça, c'est un des seuls leviers qui peut permettre de faire redémarrer rapidement cette filière-là. Voilà, c'est une petite idée comme ça que je te Ah, lance. c'est une très bonne Mais idée. C'est une très bonne idée, Grégory. Très bonne idée, parce que pour le tourisme, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Si tu réserves, je ne sais pas moi, un gîte ou un hôtel, etc., imagine que, boum, dans le bled ou dans l'hôtel, il y a un cas de Covid-19, comment tu fais, quoi? Voilà, quoi, hein, tu perds ta réservation. Donc, pour l'événementiel, c'est une superbe idée. Ben, écoute, on l'apportera. merci beaucoup. Peut-être un dernier mot avec toi sur bah, justement le monde d'après, puisque tu sais qu'on va juste après lancer nos distinctions des entreprises responsables et engagées, sujet qui nous tient à cœur et on pense vraiment que c'est par cette coopération, cette intelligence collective, cette responsabilité, ce dialogue social qu'on pourra s'en sortir tous ensemble. Et donc c'est ce qu'on va essayer de mettre en place dans l'organisation de ces trophées, d'ailleurs avec une douzaine de partenaires. Et on veut accélérer et montrer l'exemple sur ce sujet. Comment tu vois, on parle beaucoup du monde d'après, comment tu vois ça? Alors, tu es parfaitement, à mon avis, dans le rendez-vous de l'histoire, hein, tu es même en avance, hein. C'est-à-dire que, d'abord, les trophées que tu fais, moi, je trouve que bah, tu voilà, tu vises juste. Pourquoi? Parce que, alors, je suis complètement opposé à toutes les théories, de la décroissance et cetera. Enfin bref, d'abord, qui a envie de décroître, hein? Dès qu'on est, on a envie de grandir déjà, hein, et puis quand on a aux activités, on n'a pas envie de voir entre guillemets de voir, son entreprise décroître donc mais par contre, je pense qu'on sera appelé et on sera amené à se poser des questions sur la façon dont on peut croître, hein, dont la croissance peut s'établir et peut-être serions-nous appelés, à travailler avec un peu plus de sobriété peut-être, hein, voilà, j'aime bien cet adjectif qualificatif, hein, la voilà, être un peu plus sobre, hein, et ça veut dire qu'il faut donner du sens à l'activité économique, hein, et j'ai tout le temps été très stupéfait et parfois même fort mécontent de voir que, les vertueux, à savoir les entreprises, qui avaient des démarches volontaires, donc RSE bien souvent, autour de la RSE, eh bien n'étaient absolument pas reconnus. Pas reconnus, de leurs clients, pas reconnus de leurs fournisseurs, pas reconnus par l'État parce que l'État ne connaît pas trop cette démarche, hein, et donc autant l'entreprise, elle, voit bien tous les bienfaits qu'il y a en termes de management, en termes de modèle économique qu'elle peut, récupérer par rapport à cet investissement dans une démarche RSE, eh bien, la CPME, a raison de valoriser et tu le fais très bien et c'est bravo pour cette initiative dans ton département, hein, doit valoriser, les entreprises qui ont ces démarches vertueuses et moi ce que je vois dans le monde d'après, c'est qu'on pourrait très bien faire en sorte, hein, et c'était tout d'ailleurs l'essence même de la délibération sociale que la CPME a signée il y a un peu plus de 2 ans avec l'ensemble des partenaires sociaux, y compris la CGT. Comme quoi, vous voyez, on est capable de faire des miracles à la CPME, hein, qui disait la chose suivante, eh bien, imaginons demain
que vous soyez labellisé RSE par un organisme reconnu par l'État, qu'on appelle un organisme coffraqué. Et lorsque vous avez votre label RSE, vous l'envoyez dans les différentes directions de votre département régional, les directs, les DREAL, enfin la DGFiP. Et sur un champ référentiel, à partir du moment où c'était reconnu par l'organisme qui est venu vous labelliser, eh bien, on ne vient pas vous contrôler deux fois. Vous avez par exemple fait votre plan égalité homme-femme, vous avez fait vos entretiens individuels depuis moins de 2 ans. Pourquoi viendrait-on vous contrôler avec potentiellement une amende sur votre masse salariale qui peut aller jusqu'à 1% de votre masse salariale ou 3 500 € d'amende par salarié concernant les entretiens individuels? Pourquoi viendrait-on vous contrôler deux fois? Et puis, autre avantage, eh bien, on pourrait très bien imaginer que cette démarche RSE pour les PME eh bien, puisse être accompagnée par un crédit d'impôt, que quelque part, les premières années, ça ne coûte rien à l'entrepreneur qui, d'une façon volontaire, accepte de s'engager dans cette démarche qui emmène toute l'entreprise et ses parties prenantes et en premier lieu les salariés. Donc, moi, je me dis peut-être que le monde de demain, au fil des ans, peut se construire à partir de ces expériences très terrain, très territoire, qui font que finalement, c'est les vertueux qui emmènent le reste du monde. C'est peut-être cela à quoi le monde de demain peut être appelé. Et quand je vois, par exemple, regardez le triptyque sur lequel on oriente nos propositions sur ce plan de soutien et d'investissement, eh bien finalement, c'est très RSE parce que ça se fait là où on vit, en territoire, ça se fait avec les gens avec qui on vit, nos salariés en premier, nos premiers partenaires, qu'ils soient publics ou privés, et puis, ce sont des décisions qui se font, par des hommes et pour des hommes. Voilà. On ne fait pas ça entre guillemets pour mieux vivre, on fait peut-être ça pour mieux être. C'est, le mot que je c'est voilà, c'est mon mot de conclusion. Voilà. Bah, merci beaucoup, François. On a appris à applaudir avec les mains, du coup, comme tout le monde est en visio. Donc, on te remercie beaucoup de ta présence. Je sais que ton temps est précieux et tu as sans doute encore beaucoup de choses et tu étais en AG, je crois, d'un autre département Oui, juste avant. oui, Nous, on va ouais. lancer nos distinctions à des entreprises responsables et engagées. Tu seras bien sûr invité lors de la remise. J'espère qu'on aura le droit et qu'on pourra se Ah, retrouver et faire un j'espère. événement en direct et en réel au mois d'octobre 2020. Donc tu seras invité bien évidemment. Je te remercie au nom de tout le bureau et tout le CA et de tous nos adhérents de ta présence et de ton travail pour la CPME. Merci beaucoup. Eh bien, merci Grégory, merci à la CPME de l'Hérault et à la CPME d'Occitanie. Salut les amis! Merci Président, merci.